À tous. J'ai d'abord envie de vous dire que je suis absolument réjouie d'être présente ici pour vivre un tel événement qui, à ma connaissance, n'a pas d'équivalent en Belgique francophone, et je me sens tout à fait honorée d'avoir la chance d'être là aujourd'hui. Alors, la question qui m'a été soumise est la suivante: comment lire les textes informatifs au début de l'enseignement secondaire? Et pour traiter cette question, je vais dans un premier temps essayer d'identifier certaines spécificités de ces textes et des modes de lecture qui s'y appliquent. Et j'essaierai ensuite de proposer quelques repères par rapport aux pratiques, par rapport aux dispositifs de travail qui paraissent être adaptés à ces difficultés. Alors, du côté, tout d'abord, des enjeux ou du rappel de quelques enjeux de la lecture de ces textes au secondaire. Je vais passer assez rapidement sur cet aspect-là parce que je pense qu'il a été bien mis en évidence par Martine Jobert préalablement. J'ai d'abord envie de souligner le passage difficile de l'enseignement primaire vers l'enseignement secondaire, puisqu'il y a souvent là une rupture qui se produit dans des modes de transmission de connaissances qui sont centrés au primaire sur l'oralité, sur l'interactivité, alors qu'ils sont centrés davantage au secondaire sur l'utilisation de documents, sur l'utilisation d'écrits multiples. Plus précisément, les pratiques de lecture se modifient au moment de l'entrée au collège. Les élèves doivent se révéler capables d'utiliser l'écrit pour apprendre et d'utiliser l'écrit de façon beaucoup plus autonome pour s'approprier des connaissances. La lecture revêt donc un caractère disciplinaire qui est en partie seulement, inédit pour l'adolescent, et ce caractère disciplinaire se perçoit dans les supports de lecture qui deviennent clairement disciplinaires, mais aussi dans les modes de lecture plus ou moins spécifiques aux disciplines. Alors, la prise en compte des modes de lecture ordinaires où l'on cherche dans les textes des éléments qui aident à s'orienter dans la vie, qui aident à élargir ses connaissances du monde, s'impose pour toute une série de raisons, et je ne vais en reprendre ici que quelques-unes. La première est peut-être, comme cela vient de nous être rappelé, que ces compétences, ces modes de lecture conditionnent la réussite de toute une série d'apprentissages, mais qu'ils sont pour autant assez peu enseignés de façon explicite à l'école. Les élèves les connaissent donc peu et ne parviennent pas à les mettre en œuvre avec toute la flexibilité requise, notamment dans le passage d'une discipline à l'autre. Une autre raison, et j'oublie moi aussi de basculer vers la dia suivante, une autre raison, c'est que la part des lectures documentaires reste quand même relativement importante dans les pratiques sociales. Il y a notamment de très nombreux lecteurs qui font un usage de la fiction, qui est un usage de la fiction à titre de document, c'est-à-dire que la fiction est utilisée comme répertoire de situations, de contextes, de témoignages, pour enrichir l'expérience, pour développer des connaissances. Par ailleurs, certains chercheurs ont bien montré que pour une bonne partie des élèves, et notamment pour les garçons, la lecture des textes documentaires, des textes informatifs, pourrait constituer une voie d'accès plus abordable, plus mobilisatrice, et les supports documentaires pourraient ainsi être peut-être plus légitimes aux yeux des élèves qu'un certain rapport lettré à des œuvres d'imagination. Enfin, on voit bien que l'enseignement secondaire est un lieu particulier où se déploie la lecture des textes informatifs, et il s'agit sans doute de déployer cette relation non seulement dans la discipline française, mais aussi dans l'ensemble des disciplines scolaires, sans nuire pour autant aux savoirs qui sont visés dans les disciplines. Et de ce point de vue, plusieurs chercheurs ont montré que le recours à une lecture instrumentalisée, c'est-à-dire à une lecture dans laquelle le choix des textes, le choix des consignes, l'organisation de la séquence sont finalisés par une volonté d'apprentissage dans une discipline donnée, la lecture instrumentalisée est une manière de développer une pensée rationnelle pour regarder le monde, apprendre à regarder le monde et à l'analyser. Par ailleurs, introduire peut-être davantage de préoccupations vis-à-vis de la lecture dans l'ensemble des disciplines, c'est peut-être aussi se donner l'occasion de rompre avec un enseignement de contenu qui serait très autocentré et de dépasser du coup une certaine forme d'insularisation des savoirs. Venons-en à présent à quelques difficultés ou quelques spécificités des textes informatifs. Avant d'en lister quelques-unes, j'ai envie de rappeler qu'en classe, tout document nécessite pour l'élève d'élucider un double acte de langage. Il s'agit de percevoir qui a écrit le document et de
peut-être déplier le contexte de communication particulier, mais il s'agit aussi pour l'élève de comprendre pourquoi l'enseignant donne à lire tel document à tel moment de la séquence. Donc comprendre un document nécessite forcément pour les élèves de comprendre et de percevoir le sens du document, mais aussi sa place dans l'architecture de buts et de moyens de la leçon dans son ensemble. Outre ce défi, qui est commun à tous les textes, qu'ils soient narratifs ou informatifs. Les textes informatifs comportent une série de spécificités. J'en citerai quelques-unes, simplement pour montrer à loisir que la lecture des textes informatifs est une activité très sollicitante pour les élèves. Eh bien, les textes informatifs comportent des phrases qui sont généralement très complexes. Les constituants immédiats de la phrase sont souvent distants. On y observe de nombreuses transformations, des nominalisations, des transformations passives. Les textes documentaires informatifs sont des textes qui sont très denses, même s'ils sont concis souvent. Le lexique y est spécialisé. Il est nécessaire, et on l'a souligné à plusieurs reprises, de réaliser des inférences, notamment en mobilisant des connaissances qui sont externes au texte, qui ne sont pas évoquées au texte et qui renvoient au modèle de situation. Ce sont des textes dans lesquels, pour éviter les risques de dérive interprétative, on observe aussi assez fréquemment un guidage serré, notamment perceptible à travers les titres, les sous-titres, les encadrés, etc. On y observe un appareillage spécifique, souvent des notes de bas de page, un sommaire, un index. Les stratégies de reformulation, qu'elles soient textuelles ou graphiques, sont abondamment utilisées. Et puis, la progression thématique nécessite de mémoriser des articulations, sans compter que, et on vient de le voir précédemment, l'énonciation est souvent multiple, sans que cela soit nettement signalé à l'intention du lecteur. Bref, ces caractéristiques des écrits documentaires exigent que le lecteur adopte des modes de lecture spécifiques, à commencer par la mise en œuvre d'un projet qui suppose la volonté de savoir. Dans le monde d'aujourd'hui, les évolutions technologiques du monde numérique sont telles que les supports des textes informatifs génèrent de nouveaux modes de lecture. Sur la toile, les textes n'ont pas de frontières clairement définies. Les élèves doivent donc apprendre à naviguer en utilisant une série de menus de liens hypertextes. Et sur papier, les textes informatifs connaissent, on l'a souligné là aussi à plusieurs reprises au cours de la conférence, les textes sur support papier ont souvent le même caractère, multiple, composite, non linéaire. Donc les documents sont souvent plus nombreux que par le passé. Ils sont composés de types de textes assez différents, qui d'ailleurs assument des rôles différents au sein de la démarche d'apprentissage, sans que cela soit clairement identifié. Et puis l'itinéraire de lecture au sein de ces documents n'est pas clairement identifié, lui non plus. Donc l'élève doit mettre en relation des informations éparses, il doit retracer lui-même le cheminement au sein de ces textes. Si l'on se préoccupe de la lecture intégrale du texte documentaire, on peut aussi pointer quelques spécificités par rapport à la lecture intégrale de textes narratifs. On peut en citer notamment 3. Les connaissances notionnelles, les connaissances langagières ont un rôle vraiment prépondérant dans la lecture des textes documentaires, notamment parce que c'est grâce à elles que le lecteur peut anticiper sur la suite du raisonnement ou qu'il peut réaliser les différentes inférences. Il s'agit de mémoriser l'information. Cette mémorisation présuppose de reformuler les informations et de ce point de vue-là, les prises de notes, sous quelque forme que ce soit, les schémas, les notes, les traces diverses qui sont prises pendant la lecture peuvent vraiment faciliter, favoriser le travail de reformulation, donc de mémorisation. Enfin, les processus interprétatifs ne s'engagent vraiment dans la lecture de textes informatifs que si le lecteur a des questions à poser au texte. Et donc, de ce point de vue-là, l'attente du lecteur va jouer un rôle particulièrement important pour engager ces processus d'interprétation. On le voit, ces caractéristiques des écrits documentaires, des modes de lecture spécifiques qu'ils commandent, présupposent un lecteur qui est très attentif, qui se questionne et qui a une démarche intentionnelle de transformation des informations qu'il va mémoriser. Or, les élèves, de très nombreux élèves, particulièrement les lecteurs dits en difficulté, manquent souvent de stratégie, notamment pour organiser et pour élaborer l'information. Ils utilisent parfois des stratégies inadéquates. Par exemple, ils se lancent systématiquement, quel que soit le texte, quelle que soit la tâche, dans une lecture linéaire intégrale, où ils comptent sur la possibilité de demander de l'aide du côté de l'enseignant à n'importe quel moment de la lecture ou de la démarche. Plusieurs de ces lecteurs, par ailleurs, sont assez peu motivés à l'égard de certaines stratégies qui sont plus coûteuses, notamment en temps, stratégies dont ils ne perçoivent pas le sens, ou dont ils se sentent tout simplement
simplement incapables de mettre en œuvre. Alors, allons du côté maintenant tentons quelques pas du côté des pratiques qui paraîtraient adaptées à ces défis que les textes informatifs nous posent au début de l'enseignement secondaire. J'examinerai quelques pistes, à la fois du côté des textes et du côté des tâches. Du côté des textes, notamment en termes d'identification de la nature ou du statut des documents, du côté des critères aussi qu'un enseignant peut se donner pour choisir les textes informatifs. Et du côté des tâches, je dirais quelques mots des stratégies qui paraissent prioritaires à enseigner, des types d'écrits que l'on peut faire produire à propos des textes lus en classe, des types de situations qu'on peut concevoir et des types d'aides que l'on peut là aussi chercher à mettre en place. Du côté des écrits, d'abord, il paraît important de clarifier pour les élèves la nature et le statut des documents qui circulent dans la classe et qui, selon les disciplines, mais aussi selon les moments de travail au sein d'une même discipline, peuvent être tour à tour considérés comme support, comme discours ou comme texte, comme trace d'une activité. Outre cet effort de clarification du contrat didactique, plusieurs chercheurs recommandent de privilégier des textes qui engagent à construire des problèmes plutôt que des textes qui permettent de cerner assez rapidement une solution. Plusieurs chercheurs recommandent également de donner accès à une variété de livres ou de revues sur un sujet qui est enseigné dans une discipline donnée et de prévoir même peut-être une période de lecture personnelle en classe. S'agissant des dossiers de documents, qui se multiplient, en tout cas pour ce qui concerne l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique, pour ce qui est donc des dossiers de documents, il paraît particulièrement important de préciser ou de faire préciser par les élèves à un moment donné dans la démarche le rôle précis que chaque texte va occuper dans le processus de résolution au sein de ce dossier documentaire. Enfin, à propos de l'usage des fictions prises comme documents, plusieurs chercheurs pointent la nécessité d'outiller les enseignants dans le choix des supports, dans l'évaluation aussi des fictions qui gagnent à être privilégiées au titre de documents, de les aider également à gérer le couplage entre les textes de fiction et les textes informatifs, entre les activités de lecture et les activités d'investigation, et de construire des catégories d'analyse qui vont permettre dans le travail avec les élèves d'éviter des confusions, notamment entre monde réel et monde fictionnel. Du côté des tâches, alors, le développement des compétences de planification, de contrôle et de régulation fait aujourd'hui, me semble-t-il, l'objet d'un assez large consensus. En particulier, on souligne l'importance de toutes les interventions qui permettent l'appropriation d'une question initiale, celle qui guide la lecture, ou l'appropriation d'un projet, d'un but, et aussi qui aide au maintien de ce but, au maintien de cette question en cours de travail. Les enseignants les plus efficaces, semble-t-il, sont des enseignants qui utilisent de façon abondante une large diversité de stratégies de compréhension. Donc il semble intéressant de présenter les stratégies de compréhension dans leur diversité et de le faire aussi en insistant sur le rôle d'outils ou de ressources de ces stratégies et non sur le statut de but en soi, ce qui n'est évidemment pas le cas. Par ailleurs, il semble pertinent de faire le choix des stratégies en fonction des caractéristiques des textes à lire. Toute stratégie n'est pas forcément efficace, ça peut dépendre des textes qu'on va lire et ça peut dépendre également des caractéristiques des tâches que l'on va devoir réaliser à propos de ces textes. Plus précisément, s'agissant des textes informatifs, plusieurs stratégies semblent favoriser l'apprentissage par la lecture et gagnent à ce titre à être enseignées. Il s'agit par exemple de l'insertion dans le texte, insertion de différents codes par exemple, le soulignement, la mise en plan, la prise de notes de tous ordres, sous la forme par exemple d'écrits intermédiaires, la clarification du questionnement également en amont de l'activité, par exemple en distinguant ce que je sais déjà, ce que je veux savoir, et au terme de la lecture, ce que j'ai appris. Le résumé, l'organisateur graphique sous diverses formes, que ce soit un organigramme, une séquence hiérarchique, un tableau comparatif, etc. Et la lecture silencieuse avec un auto-questionnement. Évidemment, certaines de ces stratégies sont adoptées assez spontanément par les élèves, quand d'autres, c'est le cas notamment de l'organisateur graphique, c'est le cas aussi du résumé, sont moins spontanément adoptées par les élèves et leur posent donc davantage problème.
Plusieurs travaux de recherche insistent sur les effets bénéfiques de la pratique de l'écriture à propos des textes lus. Donc il semble que l'on puisse accroître les performances des élèves en compréhension des textes informatifs quand on fait écrire les élèves à propos de leur lecture. Et de ce point de vue-là, 4 types d'activités d'écriture semblent particulièrement efficaces. Ce sont les écrits d'amplification, les écrits de résumé, les prises de notes, la formulation de questions à propos du texte ou la formulation de réponses à des questions. Ces chercheurs soulignent en complément aux écrits produits sur les textes l'intérêt de procéder à des échanges de classe à propos de l'activité, à propos du texte, à propos de l'influence aussi des écrits sur la qualité de la compréhension, de façon aussi à distinguer les différents usages de ces écrits selon les situations. Alors, la lecture des textes informatifs demande de concevoir et de mettre en place des situations d'apprentissage exigeantes qui peuvent être considérées comme étant des situations à la fois complexes et pertinentes. Alors, pourra être considérée comme une situation plutôt complexe, une situation d'apprentissage par la lecture qui va couvrir plusieurs périodes de cours, qui va viser plusieurs buts simultanément, qui va proposer aux élèves de travailler sur un ensemble assez large d'informations pour couvrir un sujet, qui va permettre aussi aux élèves d'effectuer des choix entre différentes manières de traiter l'information. Pourra être considérée comme suffisamment ou plutôt pertinente, une activité d'apprentissage par la lecture dans laquelle les élèves vont devoir lire vraiment, donc la lecture n'est pas un prétexte mais vraiment une nécessité pour accomplir les tâches, et une situation d'apprentissage dans laquelle des tâches d'organisation des informations, des tâches d'élaboration aussi à partir des informations retenues et mémorisées vont être proposées aux élèves. On peut soutenir le processus d'apprentissage des élèves par la lecture en les amenant par exemple à activer leurs connaissances antérieures en début d'activité. Connaissances antérieures qui peuvent porter sur le thème ou le sujet, sur la problématique abordée, mais aussi sur la structure du texte ou des textes, sur les stratégies qui paraissent particulièrement adaptées à tel texte, à telle situation, à telle tâche. On peut les soutenir également en les amenant à interpréter les exigences de l'activité avant de la débuter. Qu'ai-je à faire? De quelles ressources suis-je muni? Quels vont être les critères de réussite de l'activité? Il semble pertinent également d'aider les élèves à choisir, à adapter, à évaluer les stratégies de compréhension qu'ils ont utilisées. Et dans une recherche que nous menons actuellement avec des collègues de l'université de Louvain, une recherche de type expérimental sur la lecture du texte informatif au début du secondaire, nous avons cherché en particulier à mettre en place 2 types de moments d'explicitation des stratégies, à la fois des moments en amont pour essayer de planifier l'activité, comment vais-je m'y prendre, et des moments de retour réflexif sur une activité peu guidée. Voilà, on a dû lire tel texte, on a rencontré telle difficulté, comment nous y sommes-nous pris? Est-ce que ça peut paraître pertinent dans telle situation ou dans d'autres situations proches de procéder de telle façon? Donc ce sont des moments de retour réflexif sur l'activité en aval. S'agissant des types d'aides, il paraît pertinent, ça a été montré en tout cas par différentes recherches, d'utiliser des notes pour favoriser la compréhension des textes informatifs par les élèves, mais pas n'importe quelle note. Notamment, il a été démontré que certaines notes qui portent sur l'explicitation de termes inconnus, donc des notes qui consistent plutôt à l'explication du vocabulaire, sont moins efficaces, ont un effet moindre sur la compréhension que des notes qui favorisent la liaison des informations et qui aident à la production d'inférences. Par ailleurs, présenté sur écran via un affichage sur demande, l'effet de ces notes semble accru, à la condition évidemment que l'élève puisse accéder à ces notes s'il en a besoin et quand il en a besoin. Alors, je vais illustrer rapidement une... Rapidement, hein. Oui, rapidement, d'accord. Une démarche pour apprendre à sélectionner des informations dans une double page documentaire et pour apprendre à lier ces informations entre elles. Donc, c'est une démarche parmi d'autres que nous avons conçue dans le cadre de la recherche que j'évoquais à l'instant, où nous testons auprès d'un échantillon assez large d'élèves un outil destiné aux enseignants, composé de 5 modules et qui porte sur l'enseignement, l'apprentissage de la lecture des textes informatifs au début du secondaire. Il s'agit dans ce cas-ci d'apprendre à lire une double page documentaire. Et on voit bien dans cette double page le caractère éclaté, le caractère composite de l'information qui est présente en différents lieux.
Alors, ce n'est pas une démarche recette type qu'on peut appliquer quel que soit le texte ou quelle que soit la situation, bien évidemment. Première proposition, amener les élèves à survoler cette page documentaire dans un temps très contraint, 1 minute à peine. La page est retournée et les élèves sont invités à essayer de reproduire la silhouette du document en essayant de placer ou de replacer le titre, les intertitres qu'ils ont vus et mémorisés, les illustrations, les blocs de texte, les légendes, etc. Et les inviter également à retracer leur itinéraire de lecteur. Sur quel aspect du texte leur œil s'est-il arrêté d'abord? Quels sont les éléments qui ont pu être perçus ensuite et pourquoi? Qu'est-ce qui, dans la structure ou dans l'organisation du texte, fait qu'on suit tel ou tel itinéraire de lecture? Ça peut être évidemment un bon moment pour formuler des hypothèses sur le genre du texte, sur sa provenance. On peut ensuite demander aux élèves, ça se prête dans ce cas-ci, parce que le texte comporte un assez grand nombre de données chiffrées, et qu'à partir de ces données chiffrées, on peut déjà préconstruire un certain sens global du document sans même l'avoir lu intégralement. On peut demander aux élèves de repérer tous les nombres, ainsi que le mot ou l'expression qui suit ou qui précède immédiatement les nombres. Cela se fait dans un temps contraint, de nouveau, pour empêcher les élèves de lire intégralement et linéairement le document. Puis, en sous-groupe, les élèves confrontent leurs hypothèses sur la signification de ces nombres et rédigent un très court texte dans lequel les données chiffrées sont intégrées en essayant de leur donner du sens. Ça donne ceci. Vous n'avez sans doute pas tout à fait le temps de lire, mais donc les nombres ont été prélevés et sont associés aux mots qui précèdent ou qui suivent, les élèves essayant d'y donner sens, tout ça sans avoir encore lu le texte intégralement. Ensuite, on peut procéder à une lecture de type repérage, c'est-à-dire qu'on soumet une liste d'une vingtaine de questions aux élèves, questions qui portent sur des informations locales, donc réparties dans différents lieux du document. Et on demande dans un temps contraint, à nouveau, aux élèves de répondre à un maximum de questions, ce qui présuppose de balayer le document dans des sens divers, de noter la réponse, mais de noter aussi le lieu où ils ont trouvé la réponse. Il semble particulièrement intéressant que justement les réponses aux questions soient disponibles dans plusieurs lieux du document, et non pas dans un seul, ce qui permet de confronter après les stratégies utilisées par les élèves. On peut leur demander d'analyser leur pratique tout de suite après la réalisation de l'exercice. Comment je m'y suis pris? Comment j'ai fait pour aller repérer des informations qui se trouvaient à différents lieux? Quelles éventuelles difficultés ai-je rencontrées? En sous-groupe, les élèves peuvent alors essayer de formuler des conseils ou des démarches plutôt qui seraient à conseiller ou à déconseiller pour rechercher rapidement une information dans une double page documentaire. On procède ensuite alors à la première lecture intégrale de la page documentaire en essayant de repérer les blocs d'informations qui ne sont d'ailleurs pas ici séparés forcément par des intertitres, et on peut demander justement aux élèves d'essayer de confronter cette sélection et de proposer des intertitres pour chacun des blocs. Un travail sur des inférences peut ensuite être proposé, par exemple en leur demandant de reconstruire des chaînes anaphoriques pour des mots qui sont très chargés de sens et qui aident à comprendre ce texte particulier. Là, dans ce cas-ci, on avait proposé les termes palmier, population locale et parcelles qui font l'objet de très nombreuses reprises, ce qui indique à loisir à quel point ils sont chargés de sens pour la compréhension du texte. On peut leur demander d'examiner une liste d'informations et de demander comment celle-ci peut être élaborée lors de la lecture. Est-ce que l'information est disponible explicitement dans le texte? Est-ce qu'on la construit ou on la reconstruit à partir d'indices du texte ou à partir de connaissances antérieures? Et enfin, on peut proposer aux élèves alors de procéder à une nouvelle lecture intégrale du document pour concevoir cette fois-ci un organisateur qui a un peu le statut de synthèse. Il s'agit de relever toutes les difficultés que le protagoniste principal a rencontrées dans la concrétisation de son projet, qui est ici de replanter une forêt tropicale, et de repérer toutes les solutions qui ont été trouvées successivement. Alors je terminerai par ceci, quelques questions parmi d'autres pour de futurs travaux. On a assez peu, je crois, d'informations, de connaissances par rapport aux pratiques qui seraient plus que d'autres particulièrement adaptées, s'agissant du texte informatif, aux élèves qui rencontreraient des difficultés de lecture et des difficultés d'écriture. De la même manière, on dispose d'assez peu d'informations sur les combinaisons qui seraient les plus bénéfiques aux élèves. Et de ce point de vue-là, la recherche que nous menons ne permettra pas de déterminer, puisque on mesurera les effets du programme dans sa globalité et pas les effets particuliers de tel ou tel type de démarche, de tel ou tel type de pratique installée. Donc, quelles seraient les pratiques ou les stratégies, comment les combiner, dans quelle proportion, selon quelle progression? Ce seraient des travaux qui seraient largement utiles pour orienter les choix.
Et enfin, il me semble important que nous puissions produire par la suite des travaux qui nous renseignent sur les conditions qui favorisent l'appropriation d'outils, l'appropriation de pratiques par les enseignants, que ce soit des enseignants de la discipline française ou d'autres disciplines. Et de ce point de vue-là, il s'agirait peut-être que nous disposions d'éclairage sur le rôle de la formation et de l'accompagnement des enseignants dans l'impulsion du changement pédagogique et dans le maintien du changement pédagogique. Je vous remercie pour votre attention. Merci bien.